Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Augustin Valero, je suis associé au sein du Florian Mansioni Institute et donc je co-dirige le cabinet maintenant depuis 2007 avec Loïc Douillet, mon associé, et j'y travaille depuis 99, donc là, bientôt 25 ans. Aujourd'hui, on va échanger sur le bilan de compétences. C'est le moment, vous savez que l'été, c'est une période de réflexion, c'est le moment où on se pose des questions aussi, et on prend un peu de temps pour soi, pour se dire, tiens, est-ce qu'il ne serait pas temps maintenant de réfléchir un petit peu à tout ça. Donc, on va démarrer tout de suite. N'hésitez pas à me dire si tout va bien de votre côté par rapport au son, ce qui arrive. Bonjour à tous, et je vais maintenant tout de suite démarrer. Alors, vous avez la possibilité d'écrire sur le chat à droite, donc bien entendu, j'attends vos questions sur le chat, n'hésitez pas. Sachez que ce webinaire est enregistré et que vous aurez un replay avec le support qui vous sera envoyé par mail à la fin de l'enregistrement. Voilà, donc on va démarrer tout de suite, tout simplement sur le bilan de compétences. Alors, la première question est de comment faire un bilan de compétences. C'est vrai que c'est une bonne question que l'on se pose souvent. Est-ce qu'il y a un moment spécifique où on peut se dire, mais tiens, c'est le moment de faire le bilan. Globalement, il y a plusieurs moments. Le premier, c'est lorsqu'il y a un tournant dans votre vie professionnelle. Exemple, je retourne à l'emploi après une longue période d'absence. Ça peut être un arrêt maladie, ça peut être un congé maternité, ça peut être une année sabbatique aussi, pourquoi pas. Ou alors, tout simplement, parce qu'on se dit, tiens, il y a des changements dans ma vie. Ma vie perso impacte ma vie pro, donc j'ai peut-être besoin de réfléchir un peu à ce que je pourrais faire maintenant. Il y a des changements de déménagement, changements de vie. Voilà. L'autre cas que l'on voit très souvent, les personnes qui nous consultent pour les bilans de compétences, c'est très souvent cette notion d'impression de stagner. On a souvent on parle beaucoup du burn-out, qui est un peu la notion d'ennui au travail. Donc cet ennui au travail peut être un bon moyen de se dire, mais tiens, j'ai peut-être intérêt à revoir ma copie et à repenser ma carrière. Voilà. L'autre moment où on peut se dire, c'est le bon moment de le faire, c'est tout simplement, vous avancez normalement dans votre carrière, mais vous vous dites, tiens, j'ai envie d'évoluer maintenant, pourquoi pas créer ma boîte, pourquoi pas me former à des évolutions technologiques dans mon métier, mais je ne sais pas exactement ce vers quoi je veux aller, et donc je vais préparer ces changements dans ma vie pro. Et même, et c'est un cas que l'on voit de plus en plus, des personnes qui préparent leur fin de carrière, les 5-6 dernières années, avec l'envie peut-être de passer la main, de se former à la communication, à la formation des autres. Voilà. L'autre moment où on peut faire un bilan, et ça c'est très souvent le cas aussi, on le voit de plus en plus aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens, systématiquement, ils gèrent leur carrière avec un bilan. Le bilan est un outil de suivi de sa propre carrière, un outil d'évolution. Et Christian qui s'excuse pour le retard, il n'y a aucun problème, Christian. Et d'ailleurs, si vous voulez me poser des questions, n'hésitez pas à le faire sur le chat, je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Donc voilà, tout simplement faire un point tous les 5 à 10 ans. On sait que c'est une bonne chose à l'aide d'un consultant qui va être là pour justement vous permettre de réfléchir aux évolutions passées et aux évolutions futures de votre carrière. Est-ce que jusque-là, il y a des questions? C'est clair pour vous? Il y a un sujet que vous voulez aborder en particulier sur le moment où on souhaite faire un bilan? N'hésitez pas à écrire. Ok, c'est clair. Merci. Merci Leslie. Alors, l'autre point important aussi, c'est le pourquoi. Aujourd'hui, on va évoquer pas mal de choses autour du bilan. Et d'une part, il y a le moment et le pourquoi. Alors, le pourquoi, c'est tout d'abord pour clarifier votre projet professionnel. L'idée, c'est de vous aider en même temps que vous êtes en train d'évoluer professionnellement, à clarifier vos aptitudes, vos motivations, vos valeurs aussi. Il y a des environnements. Et c'est vrai que les valeurs, c'est quelque chose que l'on veut respecter à un moment donné dans sa carrière. Et du coup, c'est ce qui va vous amener à travailler votre évolution, votre réorientation. Et je le disais tout à l'heure aussi, création ou reprise d'entreprise ou d'activité
en tant que conseil ou autre, en fait. Ça peut être différentes formes. L'autre aspect important dans le pourquoi faire ce bilan de compétences est de travailler sur vos atouts. Bien souvent, on nous dit, j'ai quand même l'impression de ne pas exploiter mes compétences et il y a différentes solutions quand c'est comme ça. Soit je vais voir ailleurs, soit je demande à évoluer à l'interne parce que j'ai les idées claires, soit tout simplement, je fais un bilan, clairement, pour m'aider à définir les compétences clés techniques et comportementales que je vais pouvoir utiliser dans ce nouveau projet professionnel. Ça pourrait être dans le cadre d'une recherche d'un emploi ou même dans votre évolution interne. Mais vous aider à réfléchir un moment pour soi, pour justement aller chercher ces aptitudes et ces compétences comportementales que vous voulez désormais utiliser. J'insiste, hein, n'hésitez pas à participer, à poser des questions, hein, ça sera avec grand plaisir. C'est aussi un moyen de gagner en confiance et en sérénité, c'est-à-dire que on se connaît tous, même si avec l'âge, on est capable de se dire, je commence à me connaître. La réalité, c'est qu'avec des outils, des méthodes, avec un consultant qui, lui, est habitué à écouter et à prendre du recul sur ce que vous pouvez dire, je vais peut-être voir mon avenir professionnel d'une autre manière. Voilà, cette prise de recul est essentielle. Et je le dis souvent, je le dirai très souvent encore, le bilan, c'est un temps pour soi, pour aborder l'avenir professionnel avec un peu plus d'assurance, évidemment. Et puis, pourquoi le faire? Tout simplement, c'est parce que c'est le moyen d'avoir une méthodologie et un plan d'action concret. Que ce soit pour une reconversion ou une évolution, retour à l'emploi, l'idée, c'est d'aider ces changements. Hein. Ça peut être un moment où justement, cette évolution, je l'accompagne avec un bilan de manière à m'appuyer sur mes aptitudes et mes compétences à mobiliser dans le cadre de cette nouvelle aventure. Vous êtes bien silencieux, n'hésitez pas à me donner vos points de vue aussi. Hein. Ceux qui ont fait un bilan, n'hésitez pas aussi à évoquer pourquoi ils souhaiteraient peut-être faire un bilan. Ça me ferait un grand plaisir d'échanger avec vous là-dessus. Donc voilà, on a vu le plan de faire le bilan et on a vu le pourquoi. Maintenant, je vous propose de parler un petit peu des aspects techniques, mais c'est pas tellement important, c'est des choses on pourra se renseigner, mais je vous donne quelques éléments d'information quand même, c'est important. Alors, Leslie, le réseau ainsi que les méthodes pour passer la barrière des filtrages ATS, des CV sont importants. Oui, là on est plus dans la thématique recrutement. Les ATS, oui, ont des paramètres qui vont faire ressortir certains salariés par rapport à d'autres. Dans le cadre des recrutements, c'est sûr. Et le réseau et la méthodologie d'accompagnement, dont le bilan peut être un outil pour améliorer ses pitchs, pour mettre en avant ses compétences, sont un excellent moyen de justement améliorer votre storytelling, en fait. Voilà. Alors, si on parle de qui peut faire un bilan déjà et comment le financer, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les salariés du secteur privé, que ce soit les CDI, CDD ou intérimaires, ont accès à leur compte professionnel de formation, donc c'est ce CPF, qui va financer donc votre accompagnement en bilan de compétences. Pour les demandeurs d'emploi, c'est France Travail qui va faire ce travail-là, avec des dispositifs qui sont mis en place pour accompagner les personnes qui en font la demande. Pardon. Concernant les travailleurs indépendants, c'est la même chose que pour les salariés. Ils ont accès à leur CPF. Et il faut savoir aussi que les agents de la fonction publique ont également la possibilité de faire des bilans, sachant que ces bilans sont financés sur sur des thématiques liées plus à leur statut. D'accord ? Une remarque, et là j'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce que vous en pensez? Depuis le 2 mai 2024, toute personne qui veut effectuer un bilan de compétences doit participer d'un montant forfaitaire de 100 € dans le cadre du CPF en tout cas. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que si vous deviez payer 100 € de votre poche, alors qu'un bilan de 24 heures va évoluer entre les 1900 et 2200 €, est-ce que vous feriez le bilan? Voilà, c'est une question. Nous, les consultants, on se dit souvent que bon, 100 €, c'est aussi c'est pas un mauvais investissement, mais voilà. Que pensez-vous de cette idée
d'être amené à abonder aussi de votre côté et de financer en partie ce bilan de compétences. Si vous voulez faire des remarques, n'hésitez pas, je suis là pour vous écouter. Alors, on va passer maintenant au déroulement des bilans de compétences. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un bilan, c'est vraiment une méthodologie qui se met en place, d'accord. Marc nous dit qu'en fait, il n'y a pas de souci pour la 100 €. Je pense aussi que c'est un investissement personnel quelque part, même si évidemment, chacun a les moyens qu'il a, mais c'est pour... voilà, je pense que ce genre d'accompagnement, et vous avez l'air tous d'accord, c'est une bonne chose. C'est vrai aussi que ça nous responsabilise, hein. Quand on donne un petit peu de soi aussi, c'est vrai que souvent on dit que ce qui est gratuit a moins de valeur. Bon, 100 €, c'est pas que symbolique, mais ça montre aussi une motivation de la part des personnes qui font ce bilan. Merci pour vos réactions. Alors, le déroulement se fait en 3 phases, d'accord. Je vais dérouler les 3 phases et puis je vais revenir dessus. Donc, la première, c'est la phase préliminaire. C'est le travail en amont. La deuxième, c'est la phase d'investigation. Et vous le verrez, c'est là qu'on fait le gros du travail. Et enfin, la phase de conclusion, qui celle-ci est un petit peu la synthèse des travaux et la mise en place d'une stratégie. D'accord. Concernant cette première phase préliminaire, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est vraiment destinée à vous permettre de reformuler vos demandes, à bien valider vos motivations. Quelle est la motivation qui nous amène à faire un bilan? On a vu un petit peu les différentes raisons. L'idée, c'est d'écarter quand même les motivations qui ne seraient pas bonnes. Il y a des personnes qui sont en difficulté dans leur entreprise, qui ont plutôt besoin d'être accompagnées autrement. Et puis, il y a ceux qui sentent le besoin de faire ce bilan sans tout à fait savoir le définir, le pourquoi. Et donc, c'est là que l'on va prendre le temps avec le consultant ou la consultante pour bien définir ces motivations. On va également parler des objectifs du bilan. Il y a des personnes qui ont déjà en tête quelques éléments de réponse. Par exemple, je suis chargé de poste, j'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat et je ne suis pas certain d'avoir les aptitudes. Donc, est-ce qu'il y a une méthodologie pour me permettre justement de répondre à cela? Alors, il y a Philippe qui nous dit « Le meilleur investissement que vous puissiez faire est un investissement en vous-même ». Mais oui, évidemment. C'est Warren Buffett qui l'a dit. Mais merci, Philippe, c'est exactement ça. On est tout à fait d'accord. Donc, je disais que les objectifs du bilan donc, sont nécessaires pour déclencher derrière la méthodologie. Le consultant, lui, il va vous présenter la méthodologie. C'est-à-dire qu'un bilan, il y a ces différentes phases, mais vous savez, la durée d'un bilan va être à peu près... ça peut s'étendre sur 3 mois, en fait. Hein, donc, sur des durées qui varient entre 12 heures et 24 heures. Et donc là, c'est important de bien comprendre comment ça va se passer. Quelle va être la méthodologie. Il peut y avoir des bilans qui se font en présentiel, d'autres qui se font un petit peu en visio. Donc, je vois qu'il y a des gens qui écrivent en anglais. Non, ça doit être une IA, ça, à tous les coups. Bon. On a également aussi, à ce moment-là, le besoin d'instaurer une relation de confiance. Ce que vous devez savoir, c'est qu'un bilan, c'est quelque chose qui demande une intimité avec la personne que vous avez en face. Et donc, c'est important que cette relation de confiance se fasse. Et donc, ce premier entretien préliminaire est souvent d'ailleurs le moyen de se dire « Ok, on a envie d'y aller » ou alors on n'a pas envie d'y aller. D'accord ? Alors, Marc, qu'est-ce que tu me proposes? Si à 58 ans, avec ma société en cours de formation et de démarrage, pas sûr que le bilan de compétences soit très utile. Alors, Marc, restez avec nous parce que j'ai envie de vous dire un truc. Le bilan de compétences, c'est quelque chose d'utile, même en fin de carrière. Ça peut être un moyen de préparer la suite. Mais bon, à vous de voir après si vous souhaitez rester avec nous ou pas. Je disais qu'il est important d'instaurer cette relation de confiance, et puis il y a justement l'aspect de valider l'engagement du bénéficiaire. Cela se fait par une charte d'engagement. On attend du bénéficiaire que cette personne prenne vraiment, que vous preniez les choses au sérieux, être régulier, respecter les heures de rendez-vous, respecter les travaux que vous allez devoir faire personnellement, parce que c'est le cas. Il y a aussi des travaux personnels. Donc, il y a quand même un engagement fort. Hein. Un bilan, c'est je m'appuie sur un professionnel, je m'engage,
Et l'objectif, c'est d'aller au bout des choses. Souvent, les personnes qui sont insatisfaites du bilan ont été au bout des choses, ou c'est le cas du bilan où on a choisi peut-être un mauvais consultant, ou on n'a pas su travailler ensemble. Donc ça, c'est cette phase préliminaire qui est celle qui va valider, donc je le répète, les objectifs et les motivations, présenter la méthodologie et vous permettre d'enclencher derrière la phase exploratoire, la phase d'investigation. Et donc là, on va être beaucoup plus dans cette notion d'introspection. Et un bilan, c'est quand même, je le disais, je vais le répéter, un temps pour soi, d'accord? Et ce temps pour soi, ben, il se déroule de la manière suivante. Donc, on va travailler vraiment le parcours professionnel en termes de savoir, savoir-faire et savoir-être. C'est-à-dire qu'on va étudier ce que vous avez fait, pourquoi vous l'avez fait, quels ont été vos choix d'études. On va remonter aussi peut-être un petit peu avant au lycée, aux études. Et on va explorer qui vous êtes finalement. On va vous aider à découvrir qui vous êtes en matière de savoir, c'est-à-dire les savoirs théoriques, les savoirs en matière de formation, d'un point de vue technique. Les savoir-faire, là, ce sont les aptitudes professionnelles développées au travail, et puis le savoir-être, qui est certainement le plus difficile de se connaître. Hein, c'est pas simple. Alors, le savoir-être, on en parle beaucoup dans le recrutement et dans le management, mais en matière de bilan, de compétences, c'est essentiel, parce que c'est aussi le moment où on va vous permettre de mieux vous connaître et peut-être d'aborder les choses différemment que vous l'aviez fait jusque-là. On va travailler aussi avec la méthodologie du consultant sur l'identification des compétences, aptitudes et motivations spécifiques. Aujourd'hui, on a très souvent des compétences que l'on ne mobilise pas. Par exemple, vous êtes en train de vous travailler en tant que contrôleur de gestion. Il y a peut-être certaines compétences relationnelles ou de communicant ou de synthèse que vous n'utilisez pas. Et l'accompagnement va peut-être vous permettre de mettre le doigt là-dessus, en fait. Ça peut être une bonne manière de trouver de nouvelles compétences que vous n'avez pas forcément appuyées jusque-là. Et pareil pour les aptitudes. Les aptitudes, ça peut être le sens logique, les aptitudes relationnelles, et bien entendu, les motivations. Souvent, alors, quelle est la moyenne d'âge des bénéficiaires d'un bilan? Alors, Christian, c'est une très bonne question. On a vraiment... il n'y a pas de règle. C'est vrai que les jeunes sont peut-être moins habitués à se lancer dans le bilan. Quelqu'un qui aurait moins de 30 ans va avoir peut-être un peu moins tendance à y aller. C'est souvent des personnes qui ont eu au moins les 10 premières années d'expérience. Donc, on va être entre 30, 40 ans d'âge. Voilà. C'est des personnes qui ont déjà vécu un petit peu et qui décident parce que la vie fait que, parce que le Covid est passé par là, parce que elles en éprouvent le besoin de prendre ce temps pour soi. Mais c'est vrai que les premières années de notre carrière, en tout cas les 5 premières, en général, on ne se pose pas de questions, on prend, et ce sont plutôt les suivantes, en fait, bien sûr. Catherine, salut Catherine. Alors Catherine nous rejoint du Florian Manson Institute, c'est une de nos consultantes qui nous explique qu'il y a des choses, trois choses extrêmement dures, l'acier, le diamant et le connaître soi-même. Ben oui, d'où l'intérêt des bilans. Et Catherine est une pro des bilans de compétences, donc vous la trouverez également parmi les consultants du Florian Manson Institute sur notre site internet. Donc merci Catherine. On parlait aussi, alors dans cette slide, j'évoque aussi les analyses des contraintes et des atouts également. Pourquoi? Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'une contrainte? La première contrainte, dans le cadre des bilans, c'est les contraintes que vous avez au niveau personnel, c'est-à-dire que la rémunération ou le besoin financier, la mobilité, comprendre aussi que je n'ai pas forcément le temps à donner à la formation ou que je l'ai en fait. Hein. Donc ça, c'est ce travail sur les contraintes. Et les atouts et les potentiels, c'est le gros travail qui est fait avec le consultant, c'est-à-dire voilà, est-ce qu'il y a des potentiels inexplorés dans votre parcours et comment est-ce qu'on va peut-être les utiliser. Et pour cela, il faut réfléchir à différents scénarios. Est-ce que j'utilise ce potentiel dans le cadre de ma vie associative, de ma vie sportive, de ma vie culturelle? Je ne sais pas. Ou plutôt, je vais absolument l'utiliser dans le cadre de mon travail. Voilà. Et autre point important, on a le droit de rêver, on a le droit de se poser des questions, mais la méthodologie
du consultant en bilan de compétences, de la consultante va être d'aussi être très clair par rapport à la réalité. Le marché du travail, si on parle aujourd'hui de chargement de poste dans un domaine d'activité où il y a une forte concurrence, il va falloir aller chercher votre valeur ajoutée. Si on parle aussi des aspirations en termes de création, de reprise d'activité, est-ce que aujourd'hui, je n'ai pas intérêt à travailler d'abord avec des chambres de commerce ou un expert comptable sur mon business plan avant de me lancer? Voilà, parce que est-ce qu'il y a des marchés finalement? C'est ça les questions qu'on va vous poser. Et c'est très intéressant parce que, quelque part, on est capable, et on peut mesurer la faisabilité d'un projet. Mais avec le travail d'un consultant qui, lui, est totalement neutre et qui est là pour vous aider à élaborer cette méthodologie, je pense qu'on peut le faire de manière très sérieuse et fiable. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette phase d'investigation consiste aussi, elle a lieu tout au long des semaines, bien sûr, par des entretiens qui vont durer entre 2 et parfois 3 heures. Il y a aussi une phase de travail perso, encore une fois, que le consultant va reprendre avec vous. Et donc là, l'idée, c'est de quand même avoir toujours plusieurs plans possibles. On ne peut pas se dire, ça y est, j'ai trouvé ma voie. Non, là, ce qu'on va essayer, c'est de vous donner quelques pistes, que ce soit de l'information, des confirmations par rapport à votre projet pro, ou au contraire, le fait de se dire, ben, tiens, finalement, je suis très bien où je suis, et je n'ai pas besoin de changer parce que maintenant, j'ai compris qui j'étais et pourquoi je me sentais bien à ce poste, où j'ai mesuré les contraintes d'ailleurs. Voilà, donc j'ai pris la décision de ne pas y risquer. Voilà. Dans tous les cas, si vous décidez un jour de tout changer, ça fera partie des différentes pistes de réflexion et il y aura toujours une deuxième piste en fait en parallèle. Si vous me posez la question, et j'espère que vous me l'auriez posée, est-ce qu'il y a régulièrement des personnes qui changent complètement de parcours à 180 degrés? Ma réponse est pas tellement finalement. Ce qu'il y a, c'est des évolutions, des prises de conscience, des envies de changement d'entreprise, pas forcément de parcours professionnel. Hein. Oui, Philippe, vous avez raison, très peu. Lorsque ça arrive, nous, on trouve ça super intéressant parce que ça montre quelque part qu'on a aidé à faire ressortir cela. Mais même si c'est très peu, ça va quand même vous permettre d'avoir plus de sérénité parce que vous allez mieux vous connaître. Il y a quand même ce travail-là qui va vous permettre d'accepter aussi ou de prendre des risques, mais sans qu'il y ait forcément un changement à 180 degrés. Ce que l'on voit souvent, c'est les gens qui décident de changer de job, d'environnement, parce que l'environnement ne colle plus avec mes valeurs, parce que je suis dans une continuité, mais je veux le faire ailleurs. Voilà, plutôt une petite entreprise qu'une grande entreprise. Voilà. Alors, à la remarque de Philippe, le salariat ne favorise ni la mobilité ni la prise de risque. C'est un vrai sujet, mais bon, on est tous, en même temps, on est tous maîtres, managers de notre propre carrière, en fait. Et donc, si on n'est pas bien quelque part, on peut se faire aider par un bilan de compétences. Et on peut très bien décider, en réalité, de changer de job, tout simplement. Et je peux vous dire qu'il y a certains métiers où, grâce aux réseaux sociaux, mais aussi à la capacité des recruteurs, où on est repéré et chassé, et on peut changer de job facilement. Ça, ce n'est pas une difficulté selon le métier que l'on fait. Voilà, Loïc évoquait, Loïc, mon associé, évoque à l'instant dans ses remarques le fait que, après, d'ailleurs, bonjour Loïc, je vois que tu es avec nous, donc mon associé Loïc est avec nous aujourd'hui. Après une période de réflexion proche d'un bilan de compétences, je suis passé de chasseur de sous-marins à chasseur de tête. Alors, c'est vrai. C'est vrai parce qu'on en parle tous les jours ensemble. C'est une belle histoire. Loïc a fait 8 ans de marine nationale et donc c'était ce qu'on appelle une oreille. Il écoutait les sous-marins. Il est chassé pour quelques années après, grâce à des rencontres personnelles, évoluer vers une formation en management et intégrer le cabinet. Donc, vous voyez comme quoi, là, il y a du 180 degrés quand même, un peu plus même, je pense. Et Philippe, merci d'avoir fait Loïc. Donc voilà. Là, on est sur ces premiers scénarios et c'est super parce qu'à la fin, vous allez avoir 3 à 4 possibilités de scénarios, des plans A et des plans B. Alors, la troisième phase du bilan de compétences, et c'est souvent la phase où là, on prend confiance et on va passer juste après ça à l'action, en fait. Là, jusqu'à là, on a bien réfléchi.
Là, ben, on prend connaissance de la synthèse, du travail qui a été fait avec le consultant, on parle des différents projets, des possibilités de réussite ou pas de ces projets, on les valide et on va élaborer un plan d'action. Ça veut dire quoi? Ben, quelqu'un qui décide de changer de job, ça va être travailler son CV, travailler son pitch, travailler son storytelling, aller sur LinkedIn et être actif sur les réseaux sociaux. Voilà, l'idée, c'est quand même de mettre en place un plan d'action. Ça peut être chercher une formation, et souvent, les consultants, on cherche des formations déjà pour aller vous faire évoluer. Donc, ça peut être ça. La création d'entreprise, ça va passer par le fait d'aller chercher de l'info dans les chambres de commerce, dans les chambres de métiers, rencontrer aussi d'autres professionnels. Voilà. Là, on passe vraiment à l'action et on définit un plan. Et enfin, ce travail aboutit par un document de synthèse qui est le vôtre d'ailleurs, hein, que vous pouvez garder pour vous, et si vous souhaitez, vous pourrez le communiquer ou pas à vos employeurs. C'est très personnel. En tout cas, ce travail de synthèse va reprendre toute l'histoire des différentes phases et va évidemment évoquer et mettre l'accent sur cette phase de validation de projet. Voilà. Alors, très important, et ça c'est obligatoire, la phase de synthèse, elle se termine avec un suivi à 6 mois, et ça c'est obligatoire, d'accord, dans le cadre des bilans de compétences effectués avec Calliope. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là sur le déroulement, sur la manière dont se déroule cette période de travail et notamment cette phase de conclusion? C'est clair pour vous? N'hésitez pas aussi à nous communiquer vos expériences, hein, si vous avez déjà vécu des expériences en tant que bénéficiaire d'un bilan de compétences. N'hésitez pas à nous dire un peu quel est votre ressenti final et si vous seriez prêt à refaire un bilan. Okay. Alors, j'ai voulu aussi approcher un peu la chose différemment, parce que ce qui est important, c'est vous, ce qui est important, c'est la méthode, mais aussi de savoir un peu à qui on a affaire, hein, et quels sont les outils d'un consultant en bilan de compétences. Il ne faut pas croire qu'il invente sa méthodologie, c'est les gens qui sont formés, qui ont des certifications. Au sein du Florian Manson Institut, nous avons 2 consultantes que sont Géraldine et Bérangère, donc vous pouvez retrouver les CV, qui elles sont certifiées et formées au bilan de compétences, et d'ailleurs qui l'exercent depuis plus de 20 ans. Nous avons d'autres consultants également qui travaillent dans le cadre des bilans de compétences, comme Claire Gautron ou Catherine Géjoli, dont vous avez eu des commentaires tout à l'heure. Bon, dans l'équipe, on en a plusieurs. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que les outils que va vous proposer le consultant en bilan de compétences sont des outils éprouvés qui nous permettent d'aller explorer tout ce qu'on a pu voir sur ces 3 différentes phases. Alors, le premier, c'est la courbe de vie. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. C'est un super outil que développe aujourd'hui le consultant en bilan, mais ça va être en fait tout au long de notre vie, quels ont été les hauts, les moments forts, les moments moins forts voilà, dans votre vie et qui ont marqué votre vie. Alors ça peut être sur le plan personnel, ça peut être sur le plan professionnel, des moments où ma carrière a évolué énormément et essayer de comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça. Et puis des moments, les accidents de la vie aussi, qui vont apparaître dessus et ça va expliquer souvent des choses que n'ose pas forcément dire un entretien avec un consultant et qui vont, grâce à cette courbe de vie que vous allez remplir vous-même chez vous, revenir dessus avec le consultant. Un autre outil bien souvent utilisé, ce sont des tests, bien entendu. Comme vous le savez, nous, en tant que cabinet de conseiller en ressources humaines, on a des tests pour tout type d'activité, que ce soit dans le cadre du recrutement, que ce soit dans le cadre de nos compétences, de la formation aussi. On a une palette très très large de tests. Et en ce qui concerne les bilans, on va être plus orienté sur des tests d'orientation professionnelle qui vont nous permettre un petit peu de voir quelles sont les principales orientations qui vous correspondraient le plus par rapport aux réponses que je vous aurais données. Des tests de motivation, vous connaissez tous Maslow, je ne vais pas revenir dessus, mais bon, dans la vie, on a différentes motivations selon ces moments. Ça peut être des motivations de sécurité, des motivations de réalisation, ça peut être des motivations diverses et variées, j'ai envie d'évoluer dans des domaines différents, j'ai besoin de diversité dans mes tâches, voilà. Tout ça, c'est ce que les tests vont donner. Et puis, bien sûr, les tests de personnalité, afin de mieux vous connaître et être en mesure
de justement les utiliser d'une part pour peut-être travailler aux actes d'amélioration, mais aussi appuyer là où vous êtes bon, en fait, et où vous avez des aptitudes. Quand on vous pose la question en entretien de recrutement, quels sont vos points forts ou vos points faibles, bon, malheureusement, c'est une question qui arrive encore très souvent et que les gens préparent. Mais le fait d'avoir fait le bilan, doit vous permettre de vous appuyer là-dessus. Pour dire, voilà, moi, en fait, ma valeur ajoutée, elle est surtout palpable. En tout cas, je peux la mobiliser dans telle ou telle condition. Voilà. Lorsque on est dans un travail en équipe, au contraire, lorsque j'ai la possibilité de me concentrer sur des tâches techniques. Voilà, tout ça, c'est lié à votre personnalité et ça va être un peu votre atout par rapport à votre projet professionnel. Quand on veut créer une entreprise, il faut quand même avoir certaines motivations. La liberté, par exemple, l'envie d'être libre, l'envie d'entreprendre. Il faut une personnalité aussi, on a une certaine pugnacité, vous savez. Être entrepreneur, ce n'est pas forcément facile tous les jours, c'est pas gagner beaucoup d'argent tout de suite, mais c'est aussi une grande joie de créer, de reprendre et de pérenniser une activité en sachant qu'on est aux commandes, en fait. Donc, c'est ça que l'on va chercher. Est-ce que c'est vraiment votre motivation, hein? Pareil pour la personne qui aurait cette envie d'indépendance, mais que finalement va être peut-être plus à l'aise sur un job d'indépendant, en fait, de consultant indépendant, hein, pas forcément dans le management. Okay. D'ailleurs, ça c'est un point aussi qui arrive souvent. Il y a des gens qui veulent accéder à du management, et donc on va le valider dans les bilans, et puis il y a des gens qui se rendent compte que finalement le management, c'est plus d'entendre parler, quoi. Donc on va aller plus sur de la gestion de projet ou des aspects plus techniques, en fait. Voilà. Autre point important que l'on va avoir dans les outils de consultant, ce sont les enquêtes de terrain. Alors, dès que vous allez avoir des idées, vous allez être amené aussi à rencontrer des professionnels. Donc, le consultant va vous pousser à aller rencontrer des professionnels ou d'autres personnes, d'autres collaborateurs qui justement connaissent cette problématique-là. Ça peut être aussi des regards croisés avec des consultants en interne dans le cabinet. Chez nous, par exemple, Loïc et moi, les deux associés, avec notre œil de dirigeant dans une œil de consultant en recrutement, on peut apporter des regards croisés par rapport à cela. On a des coachs aussi dans l'équipe. Et donc, très souvent, lorsque nos consultants en bilan de compétences le détectent, on va utiliser les compétences de notre coach Marie-Laure Levanvaux, qui va les accompagner pendant 1 heure, pendant 2 heures, et avoir ce regard croisé un peu. Et nous, on va pouvoir comparer un peu nos points de vue par rapport à ce projet. Voilà. On aura également aussi des outils personnels du bénéficiaire, c'est-à-dire que quand vous faites un bilan, vous allez bosser chez vous aussi. Hein. Il ne faut pas croire que tout se passe à l'oral et que c'est les consultants qui notent. Non, non. Vous avez un gros travail personnel de rédaction, d'ailleurs d'enquête aussi auprès de personnes de votre entourage. Voilà, ça, c'est des choses qui sont quand même super intéressantes parce que c'est ce qui va permettre aussi d'avoir le regard externe, hein, de votre environnement en vous sur vous êtes super sérieux et silencieux, n'hésitez pas vraiment à intervenir, ça sera sympa d'échanger avec vous. Les autres outils sont plutôt des outils de techniques de communication. Un consultant qui fait des bilans de compétences, et si ça vous intéresse un jour, vous pourrez vous pencher là-dessus. L'idée, c'est quand même que le consultant est là pour vous aider à exprimer ce que vous avez à dire. D'accord ? Donc, il va faire appel à des pratiques narratives qui vont vous permettre de mettre noir sur blanc ce que vous avez en tête, de l'exprimer. Grâce à de la reformulation et techniques de communication, on va écrire une histoire. Et c'est ça qui est intéressant dans le cadre de votre projet de bilan de compétences. Il y a d'autres outils aussi. Hein, chacun cette trame-là, mais il y a d'autres outils qui sont possibles aussi. Et donc, mais globalement, on a tous à peu près la même façon de fonctionner. Ce qui va faire la différence, c'est que chez nous, ça fait quand même plus de 20 ans qu'on fait des bilans. Donc, on commence à connaître les tendances du monde du recrutement, de l'emploi et aussi dans l'environnement des bilans de compétences. Alors, autre point important, il y a toujours une première phase avant de décider de faire un bilan et surtout de décider de le faire avec. On vous dit souvent d'aller voir 2-3 cabinets en même temps, c'est pas idiot, c'est pas bête, parce que ça va vous permettre justement de rencontrer plusieurs profils de consultants. Et là, pour le coup, la clé du succès va être certainement le feeling au départ. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez envie de bosser ensemble, que vous ayez envie de bosser avec le consultant.
D'accord? Et que le consultant a envie de vous accompagner, c'est vrai aussi, c'est important. Et s'il sent que pour X raison, ça ne passe pas, ce n'est pas du tout un souci. On va vous proposer de rencontrer quelqu'un d'autre, ou parce qu'on ne se considère pas peut-être à l'aise avec la situation. Et ça va être pareil pour vous. Vous aurez le choix de votre consultant et c'est à vous quelque part de le recruter. Voilà. Très important, quand vous observez un consultant, c'est très très important de retenir que le consultant ne doit pas porter de jugement. D'accord? Un entretien que vous allez avoir, qui sera un entretien préalable, doit être un entretien où, à un moment, le consultant va porter un jugement sur votre parcours, sur vos choix. Il n'a pas à le faire. Et d'ailleurs, s'il venait à le faire, ça serait vraiment pas professionnel. Il y a des règles d'éthique et puis il y a des règles de professionnalisme qui font que c'est comme ça que ça marche. Important, vous allez le ressentir tout de suite. L'écoute, sa capacité à créer l'effet miroir, c'est-à-dire que par sa reformulation, par sa manière de vous amener les différents sujets, le consultant, lui, il va vous aider quelque part à vous représenter, à être vous-même face à votre problématique et à la formuler. Donc, cet effet miroir est très, très important. Très important aussi de savoir à qui vous avez affaire. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, grâce au site internet où les consultants se présentent, moi je pense que c'est important quand même d'avoir un regard sur le parcours professionnel du consultant, sur sa formation et les certifications qu'il a pu passer, d'accord. Pour moi, c'est ce qui fait la différence. Quelqu'un qui a un peu d'expérience quand même dans le monde de l'entreprise, qui a été soit dans les ressources humaines, soit dans des fonctions à responsabilité, que ce soit managériale ou autre, en fait, c'est quelqu'un qui comprend les situations, qui connaît le management aussi et qui va être une personne tout à fait apte à vous conseiller. J'insiste sur la formation aussi. Regardez bien les certifications et les cabinets, quand vous le verrez chez nous, hein, sur notre site internet, nous, on met en avant notre certification Calliope en respectant d'ailleurs la charte que Calliope nous impose. D'accord? Donc, très, très important de bien choisir son consultant. D'accord? J'ai d'autres questions qui arrivent. Excusez-moi, je n'ai peut-être pas déroulé toutes les questions. Est-ce qu'on va avoir accès au PowerPoint? La réponse est oui. Vous aurez accès à un PowerPoint et vous aurez aussi accès au replay, bien entendu. Alors, Leslie qui parle des escroqueries sur LinkedIn. Oui, c'est pour ça que je parle de profil, en fait, du consultant et de prendre vraiment le temps de le rencontrer. Je crois que ce qui est important, c'est de vous-même recruter votre propre consultant et être en mesure de vous choisir mutuellement. Concernant les arnaques, les escroqueries, de toute façon, sachez qu'il n'y aura pas de financement si la personne que vous avez en face ou le cabinet que vous avez en face n'est pas dans les normes. Voilà. Aujourd'hui, je vous donnerai après dans le PowerPoint, vous verrez d'ailleurs il y a un lien pour aller consulter les informations sur le déroulement des bilans, mais aussi sur le financement. Vous pouvez très bien aller sur votre compte CPF aujourd'hui et voir s'il est possible ou pas de faire financer votre bilan. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, je suis content, c'est-à-dire que j'étais assez clair, c'est ça? N'hésitez pas, hein, on avance et donc je serai ravi de répondre à des questions si vous en avez besoin. Alors, juste, voilà, vous verrez également aussi que dans cette présentation, je vous ai mis un petit lien que vous voyez ici, en fait, d'accord? Je l'entoure là, que vous voyez. Donc, ce petit lien va vous permettre d'aller chercher sur notre site internet toutes les informations sur les bilans de compétences, sur le déroulement. Aujourd'hui, il y a plusieurs formules. Vous avez des bilans à 12 heures, vous avez des bilans à 24 heures. Vous avez la possibilité, donc, à partir de ce lien, de consulter également aussi votre compte CPF. Donc voilà, n'hésitez pas. Alors, et je vous propose aussi, bien sûr, d'aller sur notre trombinoscope avec tous les consultants et vous verrez qu'en particulier, Géraldine et Bérangère sont responsables du département bilan de compétences et vous pourrez voir leur CV et les contacter également aussi si vous avez des questions. N'hésitez pas et ça sera assez facile à mettre en place. Vous verrez également aussi que vous avez la possibilité de consulter nos ouvrages au-delà du monde
des bilans de compétences. Comme vous le savez, nous, on s'intéresse beaucoup au management sous toutes ses formes. On parle recrutement aussi sur notre site internet, on parle management, on parle chasseur de tête, mouton à 5 pattes. Et d'ailleurs, au-delà de cette vidéo que vous pourrez consulter, moi, ce que je vous propose, c'est d'aller sur notre page LinkedIn pour nous suivre, pour suivre nos événements, les différents posts, pour échanger avec nos consultants et bien sûr, consulter nos vidéos sur notre page YouTube également. Je n'ai pas plus de questions, du coup, j'avance vite aujourd'hui. Également aussi, vous verrez qu'on va vous envoyer par mail un petit cadeau complémentaire. Ce sera un livre numérique sur justement le déroulement du bilan de compétences. On a écrit ce livre avec Florian Mention et nos équipes, en fait, donc nos équipes de bilan. Donc voilà, je vous propose de vous l'envoyer dans la journée ou dans la semaine, ce sera fait, afin que vous puissiez justement prendre le temps de lire le déroulement d'un bilan de compétences de manière beaucoup plus approfondie. Toujours pas de questions? Bon, pas de souci. Alors, on avance. Sachez que le cabinet effectue des webinaires tout au long de l'année. Et donc, le prochain webinaire que nous proposons d'effectuer, donc c'est comment réussir son recrutement en 10 étapes. Que vous soyez recruteur ou recruté, c'est intéressant pour vous, hein, parce que quand je donne des conseils à un recruteur, ça permet au recruter justement au candidat de savoir comment se positionner. Et bien entendu, il y aura au mois d'octobre également aussi, quand je vous le disais, c'est tous les mois, un webinaire sur bien investir dans la formation. Aussi bien le bilan que la formation font partie des outils des candidats et des bénéficiaires pour gérer sa propre carrière. Un bilan peut aboutir à une formation, mais la formation peut vous être proposée aussi par votre employeur, votre manager, ou même vous pouvez faire la demande. Donc, on verra un peu quel est l'intérêt de gérer sa carrière avec cet outil-là. Voilà, alors c'est vrai qu'on termine un petit peu plus tôt que d'habitude parce qu'il y a peu de questions aujourd'hui. Tout simplement, suivez encore, voilà, mon dernier conseil, c'est de se retrouver sur LinkedIn. Vous verrez que dans le PowerPoint, vous aurez le CV de Loïc et de moi-même, les deux associés. Philippe, le recrutement est-il une science exacte? Ça pourrait être un webinaire. Oui, c'est une science humaine en tout cas, mais c'est une science. C'est-à-dire qu'il y a des outils et il y a des méthodes. Donc oui, le recrutement peut être considéré comme une science, et ce sont des sciences humaines et sociales d'ailleurs. C'est dans la thématique gestion des ressources humaines. Et oui, on peut. On a en tout cas, on fait appel à des outils très scientifiques et scientifiques tout simplement, tels que les tests, tels que les évaluations. Voilà. Donc il y a de plus en plus cette notion de science, peut-être pas exacte parce que l'humain n'est pas exact, mais c'est vraiment une bonne idée de webinaire ou de post à développer en interne. Merci pour ce retour, Philippe. Notre équipe et bien entendu, je vous propose désormais donc de se retrouver aussi par mail. N'hésitez pas à me contacter si vous avez envie de poser des questions. Vous avez mon adresse mail qui s'affiche là. Écoutez, je voulais vous remercier pour votre écoute et j'espère que j'étais assez clair, que je vous donnais envie d'aller peut-être un peu plus loin sur cette notion de bilan de compétences. Et n'hésitez pas, on a des équipes qui sont là pour vous conseiller et vous accompagner. Donc, écoutez, un grand merci. À très bientôt. Merci à tous pour votre participation. Et je vous propose maintenant de reprendre vos activités. Merci beaucoup et merci pour vos remerciements.